le guide mobilité. Une plateforme en ligne qui répond à toutes vos questions sur la mobilité d'aujourd'hui, mais aussi qui vous propose de réelles solutions sur les enjeux de demain. Alors, pourquoi attendre? Rendez-vous sur guidemobilité.be. Chez Peugeot, vous profiterez pendant le week-end portes ouvertes les 14 et 15 septembre de l'offre 50-50. 50% sur toutes les options. Offre soumise à condition. Maintenant, avec votre assurance auto full. C'est pas plus sympa ça? Mieux manger, moins payer. Bonne rentrée. De l'aise, du côté de la vraie vie. Conditions en magasin. Peugeot présente le guide mobilité. Une plateforme en ligne qui répond à toutes vos questions sur la mobilité d'aujourd'hui, mais aussi qui vous propose de réelles solutions sur les enjeux de demain. Alors, pourquoi attendre? Rendez-vous sur guidemobilité.be. Chez Peugeot, vous profiterez pendant le week-end portes ouvertes les 14 et 15 septembre de l'offre 50-50. 50% sur toutes les options. Offre soumise à condition. Maintenant, avec votre assurance auto full omnium, 4 pneus hiver gratuits. Corona Direct Assurance, directement assuré, directement rassuré face à l'hiver. Ok, Bruno. Quoi? Décris-moi le nouveau formidable bacon de chez Quick. Normalement, c'est moi qui pose des questions, là, quand même. La révolution est en marche, Bruno. De quoi, là? Maintenant, Bruno. C'est un délicieux pistolet tiré. Encore, Bruno. Avec du bœuf 100% pur belge. Si vous êtes dans la... C'est une coïncidence. Parce que Simon écrit des bouquins où très souvent les personnages sont, si j'ose dire, dans la force de l'âge, sont en général des personnages entre 45 et 60 et c'est pour ça que très souvent je tourne des Simons. Parce que Simon, d'autre part aussi, est une source de sujets pour le cinéma. C'est certainement l'auteur du XXe siècle le plus adapté au cinéma et à la télévision. Énormément adapté à la télévision aussi. Les Maigret, évidemment. Et ça n'a pas commencé en France, ça a commencé d'abord dans d'autres pays européens, et en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie. L'œuvre de Simenon reste intarissable pour le cinéma et la télévision. Mais l'avenir de Simenon ne serait-il pas au théâtre? Le théâtre, c'est pratiquement pas emparé de l'œuvre de Simenon, alors que le cinéma et la télévision, c'est extraordinaire tout ce qui a été fait. Le théâtre, très très peu, ça commence à peine, et il y a beaucoup à faire, parce que l'œuvre est très riche. Ce sont souvent des huis clos, des situations théâtrales, avec peu de personnages, et je m'étonne, encore aujourd'hui, qu'il y ait si peu de projets, alors que c'est un vivier exceptionnel pour le théâtre. Et ça, je pense que c'est une des voies qui fera que le public de Simon sera renouvelé. En tout cas, je le souhaite. Les textes de Simenon ne se murmurent pas encore dans les théâtres parisiens, bien qu'ils soient au sommet de sa gloire. En 1973, l'écrivain à sa table de travail ressent une douleur presque physique. À près de 70 ans, écrire des romans lui est devenu douloureux. Une souffrance physique qu'il ressent alors comme un danger peut-être mortel. En 24 heures, son choix est fait. Le romancier décide une fois pour toutes de reléguer son célèbre Maigret au rang du passé. Désormais, il n'écrira plus de romans et le déclare publiquement. Le passé n'est décidément pas un problème pour cet homme qui se réinvente en permanence. Il découvre le magnétophone qui se substitue à la machine à écrire et il y raconte sa vie, ses réflexions personnelles. Il s'éloigne peu à peu du monde, du matérialisme. Teresa sera la femme qui l'accompagnera jusqu'au bout. Mais l'homme que l'on croit invulnérable va vivre un drame. Le suicide de sa fille Marie-Jo. Marie-Jo souffre de terribles angoisses. Elle tente de les apaiser par le chant, les lettres et les enregistrements qu'elle adresse à son père. Par souci d'honnêteté envers sa fille, il tient sa promesse de les publier. Est-ce que c'est trop pénible pour vous d'écouter la voix de Marie-Jo? Non, encore l'écouter. Vous pouvez l'écouter? Je suis resté 2 ans sans pouvoir l'écouter. Oui. Ça les avait d'ailleurs éloignés de la maison et même de mon secrétaire. Je les avais donnés à son psychiatre pour le jour où je serais capable de les réentendre. Maintenant, j'en suis capable, à peu près. Est-ce que nous pourrions, est-ce que les téléspectateurs pourraient entendre un texte qui est très beau, qui s'appelle L'Angoisse, et
et que je crois que vous avez enregistré. Madame Angoisse. Madame Angoisse. Son ami, Madame Angoisse, si on peut dire son ami. Alors, si on peut l'entendre. De la musique au ras du sol. Mon cahier par terre, juste en dessous. Et puis par-dessus mon corps couché à plat ventre. Est-ce bien mon corps? Attendez, je tâte. Oui. Oh, oui, je crois. Du moins, L'écriture devait préserver le père, mais cette fois l'écrivain présumé de ses forces. Lors d'un entretien chez Bernard Pivot, l'homme se brise pour la première fois en public. Lui qui jouait si bien de sa transparence pour ne rien laisser paraître. L'homme, l'écrivain, le père se fissure. D'où venait le pistolet 22 à un seul coup, souligné à un seul coup? Qui avait acheté les cartouches? Ces deux questions, c'est Georges Simenon, le père de Marie-Jo, qui se les pose, ou est-ce que c'est le commissaire Maigret, créature de Georges Simenon? Non, c'est le père de Marie-Jo. Parce que ça suppose d'abord qu'elle est donc bien préméditée, puisqu'elle est allée acheter un pistolet ou des cartouches. Enfin, je suppose, vous l'avez peut-être trouvé ou quelqu'un de coordonné, je n'en sais rien. Mais si j'insiste sur le pistolet à un coup, c'est que, vous savez, il n'est pas tellement facile de s'atteindre le cœur exactement. Les gens n'avaient aucune notion d'anatomie. Par conséquent, à un seul coup, elle savait qu'elle ne se raterait pas, donc elle a dû se renseigner, même peut-être ouvrir un dictionnaire pour voir bien l'emplacement du cœur, à savoir... C'est le commissaire Maigret qui parle. C'est le père aussi. J'aime donc constituer ce qui s'est passé avant. C'est les deux qui parlent. C'est les deux, c'est plutôt le père. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de parler à un homme qui est littéralement effondré. Et il a fallu des années plus tard que Pivot se revoie dans cette interview pour qu'il se dise « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là ?» Je regrette d'avoir par exemple posé 2 fois à Georges Simenon la même question sur le suicide de sa fille Marie-Jo. Ma question est cruelle et déplacée. Voilà, ça c'est oui. J'ai ressenti que là j'ai commis une faute. C'est un homme qui a vécu, qui a eu sa part de souffrance. Il a eu c'est pas pour dire que ça a été une vie de souffrance, il a eu aussi une vie pleine de ce qu'il appelait les petites joies. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, il voulait savoir, il était à la quête d'une forme de bonheur. Et je sais que ça fait partie des choses qui, de l'environnement dans lequel il m'a élevé, c'était toujours de me dire, tu sais, le bonheur, ne le cherche pas. Mais en revanche, c'est ta vie et collectionne-les en quelque sorte. Souviens-toi, reconnais-les, parce que ce sont les seuls moments qui t'amèneront le soulagement que tu peux rechercher dans la vie. Georges Simenon vieillit. Sa vie se referme doucement et paisiblement à l'ombre du cèdre magnifique sous lequel reposent les cendres de sa fille adorée. Il se rapproche de plus en plus du monde de son enfance, celui des petites gens, son monde à lui, et celui de sa vérité. À l'aide de ses personnages, il a gratté l'homme, exploré les tréfonds de son âme. Ensemble, ils ont découvert le monde, le luxe, et séduit les plus illustres de leur temps. Et son histoire, Georges Simenon décide de la terminer modestement, le 4 septembre 1989, à l'âge de 86 ans. Sa femme dispersera ses cendres dans son jardin de Lausanne, à l'ombre d'un arbre aux côtés de l'essentiel, sa fille Marie-Jo. J'en ai les frissons quand je parle de Simon, parce que la richesse de sa littérature, la richesse de sa prospection, de son introspection aussi, sur la jalousie, sur les choses cachées, sur les non-dits, sur l'alcool, sur ces personnages ordinaires qui se retrouvent précipités dans des histoires qui les dépassent. Il y a tellement d'écrivains mormoelleux qui essaient de sortir des livres. De temps en temps, je lis beaucoup, je lis des choses sérieuses comme des merdes, mais tellement de gens qui s'échinent à laisser
s'est trouvé qu'ils sortent 5-6 romans en 15-20 ans, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais il faut lire chaque roman, il sort une bombe qui décrypte au plus profond ce que peut être l'être humain dans toute sa splendeur et dans toute sa misère. Mais splendeur et misère de l'humain, c'est Simenon. C'est magnifique. C'est unique. Je pense qu'il a été longtemps traité avec condescendance parce qu'il a peut-être trop fourni, il était trop pléthorique. Il était traité avec un peu de condescendance. Roman-gare, oui, effectivement. Ces romans Kisvit, ils sont courts. On les achetait aussi dans les gares, à côté des Maigret, des Ex-Braya, d'Agatha Christie. C'est autre chose que Agatha Christie. C'est du niveau de Conan Doyle, de gens comme ça, ou de Robert Louis Stevenson, Simenon. C'est un immense auteur qui, je pense, si on analysait son œuvre dans sa globalité, comme le font certains spécialistes dont j'ai lu des papiers, dont Pirassoli notamment, est peut-être l'un des observateurs les plus fondamentaux et les plus lucides sur ce qu'est fondamentalement. Il y a encore de choses à dire sur cet homme hors du commun. Des réalisateurs qui rêvent de partager. Nous étions ce soir sur les traces caractérise. Et puis je voulais suivre l'émission sur les traces de Georges Simenon. Je vous souhaite une très belle soirée sur la vie, et puis je vous dis à très bientôt. Le pont des Arches lui-même s'estompait de brume comme noyé dans le brouillard. Quelques ombres s'y profilaient, toutes grises, pressées, et l'on devinait les cols relevés, les nez violacés et les mains enfouies tout au fond des poches. Papa! J'ai pas pensé scarabée. Bonjour Van Gogh. Magritte, le plaisir du plaisir, le principe du plaisir, le principe du plaisir, le principe du plaisir, Magritte. Tu aurais poignardé, tu aurais poignardé, tu aurais poignardé. Tu aurais poignardé, tu aurais poignardé, le principe du plaisir. Il arrive qu'un homme chez lui aille et vienne, fasse les gestes familiers, les gestes de tous les jours, les traits détendus pour lui seul, et que levant soudain les yeux, il aperçoive que les rideaux n'ont pas été tirés et que des gens l'observent du dehors.